Deuxième vidéo, toujours consacrée au chapitre sur le langage, la nature et la raison. On va passer tout de suite à la première partie de notre développement, après avoir posé cette double problématique sur le langage. Première partie qui va nous dire que l'homme se rapproche du monde par le langage. Avec un premier paragraphe, petit a, langage, langue et parole. On va étudier ces trois éléments. Avant le 19e siècle et l'apparition de la sémiologie, terme à retenir, la sémiologie, c'est une discipline donc, qui apparaît au 19e siècle et qui s'intéresse aux signes différenciés du langage. C'est l'étude des signes différenciés du langage. On considère, avant ce 19e siècle, que seuls les hommes et les femmes adultes possèdent le langage et en sont les seuls représentants. C'est-à-dire qu'avant la sémiologie, on considère par exemple que les bébés qui crient quand ils ont faim ou quand ils ont mal n'utilisent pas un langage. Aujourd'hui, on pense que les choses sont quand même un petit peu différentes. Alors pour montrer l'état d'esprit qui était celui de la philosophie avant le 19e siècle, je vous encourage à lire donc dans votre manuel qui est ici, à la page 130, le texte de Descartes qui montre que l'utilisation d'un langage typiquement humain est concomitant concomitant au fait de posséder une conscience réfléchie, excusez-moi. Alors, la problématique du texte, donc donnez-vous la peine, donnez-vous le temps de lire le texte, hein, vous pouvez mettre en pause et puis reprendre après, donc c'est toujours à la page 130 du manuel. La problématique du texte, alors, si on avait été en cours, je vous aurais fait travailler là-dessus, mais là, comme on est en distanciel, eh bien, je vous donne un petit peu les réponses. Problématique du texte, on pourrait l'établir comme ça. Pourquoi peut-on dire que le langage humain est totalement différent du langage animal? Donc une problématique assez simple et qui correspond plus ou moins à la problématique de ce chapitre, voire même aux problématiques de l'anthropologie en général. Et la thèse du texte, ce que nous dit Descartes, c'est parce que l'être humain possède la raison, autrement dit la conscience réfléchie, il possède un langage qui fait des abstractions. Les abstractions, c'est la même chose que les conceptualisations. Encore une fois, je reprends mon exemple du chien. Chien, c'est un terme qui est abstrait. C'est un terme qui ne correspond à rien de réel, mais qui correspond dans notre esprit à une catégorie, à une classe particulière, à un concept, qui est le concept des chiens, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur forme, quelle que soit l'époque où ils ont vécu. Si vous regardez la photo ou le dessin d'un chien, ou plutôt le dessin d'un chien du XVIIe siècle, vous reconnaîtrez un chien, évidemment. Et tout de suite, vous aurez le concept en tête, mais c'est quelque chose qui est purement abstrait. L'animal ne fait que réagir à une situation immédiate en envoyant un signal. C'est la thèse de Descartes. L'animal possède une sensibilité, mais pas de raison. Chez Descartes, l'existence d'un langage dépend entièrement de l'existence d'une pensée réfléchie et dynamique, une conscience réfléchie, je vous renvoie au chapitre sur la conscience. Si on apprend quelques mots par exemple à un perroquet, il les répétera dans n'importe quelle situation, même sans avoir de rapport avec ce qu'il dit. C'est la preuve pour Descartes que le langage chez les animaux ne suit pas la pensée, mais simplement la nécessité. En général, quand un perroquet se manifeste et vous sort un mot quelconque qu'il a entendu, c'est parce qu'il a faim, parce qu'il veut attirer l'attention. Excité par l'idée d'une récompense, souvent c'est ça, hein, voilà, vous montrez au perroquet une petite cacahuète ou un truc, et puis il va remplir son rôle, c'est-à-dire il est attiré par la récompense, il va vous sortir des mots. Le perroquet fait ce que l'humain lui demande de faire, mais sans qu'il y ait une véritable pensée réfléchie. Hein. Je le raconte souvent, j'ai des amis qui ont un perroquet. Et évidemment, ils lui ont appris des tas d'insultes, mais le perroquet, c'est pas parce qu'il vous aime pas qu'il vous traite de tous les noms en continu. Il veut une petite récompense, donc il va vous traiter de connard. Les différents langages, les paroles prononcées, correspondent donc bien à une faculté présente dès la naissance des hommes, à un besoin communicationnel, effectivement, hein, ça c'est inné, le besoin de communiquer, qui existe en nous et qui a besoin du support de l'apprentissage d'une langue pour se développer. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut dire quelque part que le langage est à la fois inné et acquis. Nous avons dès la naissance, une zone du langage dans le cerveau hein, qui a été bel et bien déterminée et qu'on peut observer quand on fait des radios, ou plutôt des IRM d'un cerveau humain, il y a une zone du langage. Donc ça veut dire que de ce côté-là, c'est inné. Mais cette zone du langage, si elle n'est pas sollicitée, elle ne fonctionnera jamais. Et on a même observé par exemple qu'un enfant à qui on n'apprend pas à parler, la zone du langage va se refermer. À partir de 6, 7, 8 ans, je crois, cette zone du langage se referme et laisse la place à d'autres zones qui vont prendre la place, puisque le cerveau doit jouer l'économie et qu'une zone non sollicitée finit par se refermer. Donc il y a une partie innée, nous avons une zone du cerveau, nous avons un besoin de communication dès la naissance, mais cette zone ne fonctionnera que si elle est sollicitée et que si elle travaille.
On peut donc dire que chez l'homme, le langage a un côté naturel, nous avons naturellement besoin de communiquer, et c'est la nature qui nous donne les possibilités physiques de parler, zone du cerveau, mais aussi notre larynx, le fait qu'on ait une bouche articulée, mais aussi un côté artificiel. Nous apprenons des signes qui ont été inventés à un moment donné et adoptés par l'ensemble de la société. Et là, je vous encourage à lire un autre texte qui est un texte de Joël Proust. C'est un texte très intéressant qui se trouve à la page 131 de votre manuel, donc juste à côté du texte de Descartes. Et elle soutient, Joël Proust, dans ce texte, que les animaux communiquent mais ne parlent pas. C'est-à-dire que la parole est quelque chose qui est spécifiquement humaine. Elle le dit notamment dans la dernière phrase, où elle dit « Certaines espèces semblent pourtant capables d'enrichir leur répertoire, les oiseaux, les baleines, c'est-à-dire que le langage évolue chez certains animaux, de reconnaître divers dialectes, d'apprendre de nouveaux signes, les grands primates, les dauphins, voire d'acquérir une forme de langage analogue aux langues humaines. Mais même dans ce cas, les animaux semblent ne pouvoir combiner leurs signaux que de manière restreinte et uniquement par un entraînement prolongé avec un éducateur humain. » Ça, c'est très important. C'est-à-dire que on l'a vu quand on avait vu le documentaire Homme versus singe, rappelez-vous, de ces orang-outans qui étaient dans un centre avec un monsieur et une dame qui leur apprenait à utiliser des signes. C'est-à-dire qu'ils devaient appuyer sur un bouton, ou alors ils répondaient à des ordres, mais le poireau dans le bonnet, donne-le à la poupée, et l'animal s'exécutait. Ce qui veut dire qu'effectivement, un orang-outan est capable de développer un langage grammaticalement un petit peu développé. C'est-à-dire que l'animal peut comprendre et émettre une phrase. Mais il ne le fait que de façon assez limité finalement, je ne sais plus le nombre de signes qui sont appris, mais par rapport à l'humain c'est ridicule, et puis surtout ils le font parce qu'un humain leur a demandé de le faire. Si ces orang-outans étaient restés dans la nature, jamais ils n'auraient acquis tout ça, parce que ça n'a aucune utilité. Donc le fait de développer un langage, c'est très restreint quand même chez les animaux, et surtout, c'est souvent en lien avec un humain qui leur demande de le faire. Et puis je vous renvoie aussi à un sketch de Golden Moustache, on dit que tu... Voilà, c'est un sketch assez marrant que vous trouverez aussi sur YouTube, alors il y en a parmi vous qui doivent le connaître, parce que c'est devenu un grand classique, avec cet étranger qui est joué par Monsieur Poulpe, et qui apprend la langue française, mais complètement de travers, parce qu'il a un colocataire un peu sadique, qui lui apprend n'importe quoi, et qui lui apprend à insulter plutôt qu'à parler normalement avec les gens. Et la question, c'est pourquoi cette situation comique serait impossible en vrai ? Tout simplement parce que la victime du détournement de mots se rendrait vite compte des réactions des gens, décoderait que la syntaxe et la sémantique sont désaccordées, et qu'un animal est capable de décoder cela. Par exemple, un perroquet qui dit des gros mots, incapable de décoder cela. C'est-à-dire que finalement, Monsieur Poulpe, dans le sketch, il se comporte un peu comme un animal. Il ne se rend pas compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Ayant une conscience réfléchie, dans la réalité, quelqu'un à qui vous dites, vous montrez un chien, vous dites ça c'est connard, et puis qui va voir le chien et dire oh il est joli votre connard, très vite il va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche dans le comportement des gens qui vont l'envoyer bouler. Donc voilà, ce sketch ne pourrait pas exister dans la réalité puisque nous avons un taux de compréhension du monde qui passe par une conscience réfléchie, je me rends compte de la situation et j'adapte mon comportement qui n'existe pas chez les animaux. Donc dans ce sketch, Monsieur Poulpe a un comportement de perroquet, mais n'a pas un comportement humain, ou un comportement de poulpe, justement. Petit b, les langages parlés et non parlés. Je vérifie juste à combien j'en suis. Ok, 8 minutes. Les langages parlés et non parlés. On peut dire de façon générale que la parole est un acte qui correspond à la réalisation d'une parole en puissance, qui se trouve en nous. Nos pensées trouvent leur traduction dans la parole. Voir le repère philosophique en acte et en puissance, je pense qu'on l'avait vu ensemble, en acte et en puissance, c'est un repère philosophique qui nous vient d'Aristote. Aristote considérait que toute notre vie, nous allons prendre des choses qui sont en puissance pour les transformer en choses qui sont en acte. Ce qui est en puissance, c'est un potentiel qui est en nous. D'accord ? Ce qui est en acte, c'est ce potentiel une fois réalisé. Par exemple, si dans cette classe de terminale, il y a des jeunes parmi vous qui veulent faire des études de droit l'année prochaine, ça veut dire que ce sont des juristes en puissance. C'est pas encore réalisé. Si vous êtes un juriste en puissance, c'est-à-dire que vous avez envie de passer à l'acte et donc de devenir juriste. Et donc vous allez suivre des études, vous allez faire des stages, vous allez vous faire embaucher quelque part, et peut-être qu'un jour vous deviendrez avocat, avocate ou juge, voilà. Et ce passage de la puissance à l'acte se passe tout le temps chez les humains. Donc il y a parmi vous, dans votre classe, peut-être des stars en puissance, qu'est-ce qu'on en sait ? Peut-être qu'il y en a parmi vous qui deviendront célèbres, mais ce n'est pas encore réalisé. Pour l'instant, c'est en puissance en vous, et la puissance, vous la réalisez quand vous passez à l'acte.
Tac, tac, tac. Il y a donc traduction de la pensée en signes linguistiques. Là aussi, le langage, il est en nous en puissance et au fur et à mesure, on le transforme en acte. Quand on apprend à parler, on transforme la puissance de pouvoir parler qui est en nous en acte. Le fait de pouvoir, enfin de parler. Cependant, Freud, le premier, remet en cause ce rapport direct entre la pensée et la parole, lorsqu'il parle du lapsus. Le lapsus, c'est le moment où la parole ne suit plus la pensée consciente, mais un type de pensée inconsciente. Voilà, donc Freud donne des exemples, et notamment un exemple qui est resté célèbre dans la psychanalyse. Freud raconte l'histoire d'un collègue à lui qui devait se rendre à un colloque de psychanalyse et qui n'avait pas du tout envie de le faire. Le colloque se situait loin de chez lui, il était fatigué, il n'avait pas envie, voilà. Et donc dans son discours d'ouverture, Freud dit, ce collègue donc prononce son discours sans grande conviction, et à la fin il dit « Je déclare fermer ce colloque ». Et là il se reprend en disant « Je déclare ouvert, pardon, ce colloque ». Cet homme vient de faire un lapsus, c'est-à-dire que sa pensée inconsciente, qu'il n'avait pas envie de mettre au jour, qu'il n'avait pas envie de mettre en acte, est passé malgré tout parce que son inconscient lui a dicté de le faire, et la parole a été détournée de la pensée consciente pour manifester la pensée inconsciente. Vous-même, vous avez parfois fait des lapsus, ou alors ça peut être aussi des actes manqués. Vous voulez faire quelque chose, puis vous faites exactement le contraire de ce que vous vouliez faire parce que votre inconscient s'est manifesté. Donc, dit Freud, ce passage du langage de la puissance à l'acte n'est pas forcément toujours une réussite. Il y a l'inconscient qui peut interférer entre ce que vous voulez dire et ce que vous allez dire. À la suite de Freud, les spécialistes de la communication non verbale se sont rendus compte que le langage de notre corps est un langage à part entière, qui ne dépend plus du tout de l'adéquation entre la pensée et le langage. Le langage n'est donc plus seulement parlé, il n'extériorise pas exactement ce qui est pensé de façon consciente. Alors il y a des youtubeurs qui font ça très bien, je crois que c'est Fabien Olicard qui montre les lapsus qui peuvent être faits. Il a notamment analysé le discours, vous savez, de l'espèce de sosie de Michel Polnareff, là, je ne sais plus comment il s'appelle, qui disait dans une vidéo qu'il organisait des dîners clandestins où allaient des ministres et des grands pontes de la République, et puis qui après se reprend à l'antenne de BFM TV en disant non, en fait c'était une blague, ça s'est jamais passé. Tout son corps dit exactement le contraire de ce qu'il dit. La communication non verbale, c'est très important. Ça montre ce que notre corps inconsciemment a envie de faire savoir, contrairement à ce que dit notre parole. Il y a aussi une série qui est très bien faite là-dessus et qui s'appelle Lie to Me. Vous avez peut-être déjà vu certains épisodes. Voir sur YouTube la séquence poignée de main Trump-Macron. Je vous invite à taper ça, poignée de main Trump-Macron. Je crois que c'est une vidéo du Monde qui montre à quel point les différentes poignées de main entre Trump et Macron sont en fait des matchs de domination. La poignée de main, qu'est-ce que c'est? En général, c'est un signe d'amitié, un signe de bienvenue en quelque sorte. Et chez Trump et Macron, ça se transforme en véritable match, quoi. C'est-à-dire qu'il faut se positionner correctement, il faut taper dans le dos pour montrer qu'on est le chef. Et puis la poignée de main, on se fait broyer la main, quoi. C'est le concours de celui qui tiendra le plus longtemps. Et donc visiblement c'est Trump qui a gagné ce concours de poignée de main, et pourtant non, c'est Macron qui a gagné le concours de poignée de main, alors que Trump est très fort à ça. Il broie la main de la personne à qui il serre la main pour montrer que c'est lui le chef. Ça, c'est du langage non verbal, c'est de la communication non verbale. On sait d'ailleurs que les hommes politiques suivent tous des cours de communication non verbale. Regardez parler à la télévision le chef de l'État, un ministre ou quoi que ce soit, le langage de son corps est extrêmement étudié et a été répété avec des coachs en communication non verbale qui leur ont dit « fais tel geste parce que ça veut dire ça » dans l'inconscient des gens. C'est des choses qu'on enregistre sans vraiment le savoir. C'était Mitterrand qui avait commencé avec ses cours de communication non verbale. Mitterrand avait notamment, chaque fois qu'il passait à la télévision, un geste particulier qu'il faisait chaque fois qu'il parlait des Français. Il faisait ça, il mettait sa main comme ça, et puis avec sa deuxième main, il faisait comme ça. C'était pas au hasard, c'était vous êtes la France, moi, je suis le président et je vous protège. Et donc à chaque fois, il caressait un petit peu son peuple comme ça. Dieu sait que Mitterrand aimait bien caresser son peuple, surtout certaines de ses concitoyennes. Bref, donc cette communication non verbale est extrêmement importante. Pourquoi Chirac avait-il l'air sympathique aux yeux des Français? Parce qu'il avait toute une communication non verbale qui montrait que c'était un bon gars, avec ses pantalons un peu trop hauts, les mains dans les poches, le bidon en avant. Jacques Chirac avait étudié tout ça, c'était pas fait par hasard. Il se faisait faire des costumes sur mesure pour avoir l'air d'un Français normal et banal, pour avoir l'air d'un gars du peuple. Tout ça, évidemment, est totalement étudié. Donc la communication non verbale, elle est extrêmement importante et elle peut nous trahir à tout moment.
Donc cette simple série de poignées de main entre Trump et Macron s'apparente à un match de domination extrêmement impressionnant. Allez voir la vidéo, vous verrez à quel point c'est intéressant et amusant à voir. Voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo très bientôt. Mon écran a figé, zut de zut, bah, il fallait suivre en, en oral pur.